Bonjour Magali Bonjour Johanna. et bonjour tout le monde. Je m'appelle Johanna et je suis opératrice externe et étudiante à l'Académie Calogero Grifasi. Ma collègue Magali est support télépathe de la méthode Grifasi. Aujourd'hui, nous participons au cycle investigatif numéro 250, premier protocole. Le protocole que nous allons suivre est défini comme mixte. Il est composé de deux parties. La partie fixe, qui est composée de questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir, et la partie exploration libre, la deuxième partie. Magali ne connaît pas le sujet qu'on va aborder aujourd'hui pour éviter toute contamination de l'information. Et vous pouvez trouver mes coordonnées dans la barre de description en bas, en dessous de cette vidéo, pour ceux qui souhaiteraient me contacter pour une session privée. Magali, si tu es prête, tu peux t'installer confortablement. Allez, on fait ensemble 3 respirations profondes. Tu peux peut-être le remonter un petit peu le micro. Oui, c'est parfait comme ça. Et maintenant, je vais compter lentement de 5 à 1 pendant que ton corps se détend profondément. Là, Il y avait une coupure. d'accord. 5. Concentre ton attention sur ta respiration et sens l'air entrer et sortir de tes poumons. Tu ressens une relaxation profonde. En ce moment, tout son que tu entends de l'extérieur et mouvement provenant de l'extérieur te fera te détendre encore plus. Quatre. Ressens ton corps devenir de plus en plus lourd. Tu commences à sentir les points de contact de ton corps avec ton lit. En commençant par tes pieds, tu sens une détente, une relaxation qui remonte et qui touche chaque partie de ton corps. Ton corps se détend et toute tension disparaît. Trois. Continue de suivre ta respiration. À chaque
inspiration et expiration, tes pensées vont sortir de ton mental, de ta tête. Pendant que ma voix te guide, Magali, continue de plonger plus profondément dans cet état, à ton propre rythme. Ah, c'est très très bien. Et maintenant, depuis cet état de relaxation, tu commences à entrer en contact avec l'environnement subtil. Pendant que je compte de 1 à 3, regarde les caractéristiques communes de l'ADN physique des patients atteints du sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, et dis-moi ce que tu vois. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois, Magali? Il y a des modifications. Mhm. Euh, J'entends le mot traumatique. Oui. Je vois une espèce de danse de chromosomes. Je vois pas la chaîne ADN dans le détail, mais je vois les chromosomes qui sont comme dans un espèce de tourbillon. C'est rigolo. Mhm. Euh, et ouais, c'est apparemment un trauma qui provoquerait ce tourbillon. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, pour l'instant, non. Bien. Cherche maintenant les caractéristiques communes présentes dans chaque ADN éthérique et décris-les. Alors, Donc, caractéristiques communes présentes dans chaque ADN éthérique. Qu'est-ce que tu perçois? il y a apparemment deux zones particulières qui sont toujours 2 zones de l'ADN qui sont toujours, comment on peut dire? Touché? Oui, Lesquels? je vois, d T
et U. D et U. C'est les protéines en fait. Qui ont été touchées. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? Je vois un chiffre, mais je ne comprends pas ce que vient faire un chiffre là, mais c'est 222. Ok. Je vois ce chiffre. Alors, est-ce que c'est 222 protéines touchées ou est-ce que c'est la numéro 222 sur une chaîne? Je ne sais pas. D'accord. Alors, à mon 3, Magali, cherche la cause ésotérique du sida. 1, 2, 3. Alors, c'est un trauma, effectivement. Enfin, ce que j'ai Mhm. entendu tout à l'heure, le mot trauma qui perturbe l'immunité. C'est comme une chaîne. C'est pas la réaction du corps après est différente d'une personne à l'autre. Mhm. Mais ce trauma provoque une réaction en chaîne. Voilà, c'est ça, une réaction en chaîne qui fait que ça peut toucher, ça peut créer une réaction immunitaire. Il y a une espèce d'affolement. euh, et les cellules vont se mettre à créer alors je crois que ça s'appelle des microzymas. Des microzymas qui sont là en fait pour nettoyer. Et, euh, et comme ça crée un espèce de combat après entre ce que le trauma a pu fragiliser. euh, oh, c'est toute une bataille, quoi. Réaction en chaîne, alors ça démarre vraiment dans. Alors, je sais pas trop si. Dis-moi tout ce que tu perçois, réfléchis. Ouais, Dis-moi tout. au début, je voyais que ça démarrait dans le physique. Et puis là, il y a quand même le côté psychologique oui, ouais, c'est ça. Le trauma peut effectivement toucher le physique et le psychologique, mais quelle est la poule de l'œuf en premier? Je sais pas. Ça va Par peut-être. psychologique, est-ce que tu veux dire métaphysique, ésotérique ou psychologique dans le cadre physique? Ouais, je sais pas à quel moment ça démarre. Si ça touche d'abord le corps et ensuite l'âme est touchée ou si effectivement. Oui, alors ce que j'entends, c'est que effectivement, si l'âme a déjà des traumas liés à des choses vécues par le passé ou par d'autres lignes de temps, effectivement, ça peut favoriser cette fragilité. Mais le trauma peut avoir lieu dans cette vie-là aussi, tu vois. Mhm, je vois. Donc, est-ce qu'il y a un cumul qui fait qu'à un moment donné,
l'organisme lâche parce qu'il a plus la capacité, il a atteint ses limites de résilience, tu vois. Mhm. On va y revenir plus en Oui, détail dans la c'est un partie peu, oui, libre. il y a trop de trucs là. Mhm. Ok. Décode maintenant ce que la médecine officielle appelle le virus VIH et dis-moi ce que tu en perçois. En fait, pour moi, il n'y a pas, il n'y a pas, Mhm. Ok. il n'y a pas. C'est, il y a pas eu de vérification réellement. On a constaté une réaction du corps, mais le virus n'a jamais été identifié en fait. Et j'entends le mot trafiqué. Bien. Bien. Le VIH peut-il provoquer le sida? Oui, non ou seulement en partie? Tout dépend de la capacité de résilience de la personne, en fait. Ouais. Tout dépend de l'état général de la personne. Mhm. Si elle a été fragilisée pour une raison ou pour une autre, que ce soit dans le physique ou même plus profondément sur d'autres corps, hein, corps mental, corps émotionnel, et plus ça va péter facilement, quoi. Mhm. Bien. Tout est une histoire d'équilibre, en fait. Mhm. Va au premier cas de sida et dis-moi ce que tu perçois ou visualises à mon 3. 1, 2, 3. Une culpabilisation, culpabilité. Pas se Ok. sentir sensation de, oui, une culpabilité avec de la dévalorisation. Mhm. Euh, Ne pas se sentir légitime. Ouais, un problème de légitimité, pas trouver sa place. Bien. Alors, est-ce que tu perçois autre chose? Ouais, une grosse souffrance émotionnelle, ouais. Hmm. Alors, c'est très très bien. On a terminé la partie fixe et maintenant on va passer à l'exploration libre. Et tu vas rester à ce moment-là, donc au premier cas de sida, grosse souffrance émotionnelle, culpabilité, dévalorisation, ne pas se sentir légitime, pas trouver sa place, observe qu'est-ce qui s'est passé en fait, pourquoi c'est devenu le premier cas de sida. Observe sur le plan physique. Alors, il y avait déjà une fragilité physique Quelle fragilité physique. par rapport à l'immunité. Un niveau d'immunité très très bas, peut-être un problème d'hygiène de vie, Mhm. euh, mais aussi le côté environnement, tu vois.
Ouais, un environnement pas favorable, quoi. ouais. C'est pas, c'est pas une hygiène de vie liée à je fais n'importe quoi ou quoi aux caisses. Non, c'est vraiment un environnement très défavorisant avec des carences, des choses comme ça et que ce soit carence, vitaminique ou carence, émotionnelle, tu vois? Un manque d'amour, Ouais. un manque de relations de relations, oui, d'amour, avec un grand A, hein. Mhm. Hem, tous les plans et donc une fragilité. Fragilité. Tu peux me reposer la question? Oui. Comment, comment on en est arrivé de là au diagnostic SIDA? Alors le diagnostic sida, là je vois une, plaquette sous un microscope, électronique, hein, bien sûr. Quand je dis plaquette, c'est pas le petit microscope de l'époque, mais maintenant c'est des trucs assez balèzes, Mhm. où effectivement ils ont détecté au niveau cellulaire des comportements, des réactions, heu, ce qu'on appelle maintenant les fameux microzymas là. Ces défenses cellulaires que met la cellule en place quand, il y a une forme d'agression, en fait. Mhm. Mais c'est bénéfique, hein. Oui. Par contre, effectivement, quand il y a un débordement, ça peut créer une sorte de chute, dans les capacités physiques de la personne. Donc du coup, ça va être diagnostiqué. Mais c'est un processus qui est assez long, en fait. La personne, elle va pas tomber malade, comme ça. Mhm. C'est un truc qui est long dans le temps. À un moment donné, ça lâche parce que son niveau de résilience, ouais, sa capacité à lutter, flanche, quoi. Mais ça s'est mis en place dans le temps. Et donc, ce premier cas de sida, tu le vois en quelle année? Je vois 1950. Mhm. Bien, ok. Tu as beaucoup mentionné cette idée de trauma et de fragilisation de la personne. Quel type de trauma? Bah, je vois, des traumas plutôt psychologiques. Hem, un milieu relationnel, un milieu familial, pas adéquat pour la personne dans son intégralité. C'est-à-dire, l'âme se sent pas bien là où elle est, le corps du coup réagit pas bien non plus. Mhm. Voilà, c'est un peu comme si, hem, le truc était subi, tu vois? Mhm, je vois. Ça, c'est sur un plan physique. Ouais, mais même l'âme, c'est pas ce qu'elle avait choisi, quoi, Mhm. tu vois? Ok, ok. Bien. Maintenant, observe si d'un point de vue métaphysique, donc ésotérique, ces traumas peuvent arriver sans que les conditions physiques que tu viens de dire existent sur le plan physique. Observe sur un plan métaphysique si ces traumas peuvent être créés, induits. Avant, tu veux dire? Qu'il y ait une réaction physique, c'est ça? Oui, bien sûr. Hem, eh bien, tout à l'heure, je parlais de la poule et de l'œuf, Oui. mais en fait, j'ai l'impression quand même que
Il y a quand même besoin d'un déclencheur externe. Je réentends ce truc trafiqué. S'il n'y a pas ce déclencheur externe, l'âme ne peut pas être touchée. Si, il faut qu'elle soit libre en fait, hein. Donc, s'il n'y a pas de trauma, entre guillemets, physique, ça ne peut pas se déclencher de l'éther. C'est ça? Si j'ai bien compris, hein. Corrige-moi. C'est juste ce que tu viens de dire, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire s'il n'y a pas de- d'intervention extérieure, plus un, comment on appelle ça? Un environnement défavorable avec tout ce Mhm, qu'on a dit. L'âme, si elle a choisi son incarnation, si elle n'a pas si elle est libre, hein, elle va automatiquement très bien réagir et elle va pas déclencher ce style de maladie. Il y aura pas de ce problème-là, tu vois? Je sais pas si je mhm. suis claire en fait. Oui, j'ai compris. Donc, une partie subliminale, une âme, ne choisirait pas de vivre cette expérience avec cette maladie, avec ce virus. Non, non, non. D'accord. Il faut vraiment une intervention plus un environnement défavorable Mhm, dans le plan physique et dans le plan ésotérique. Si mhm. l'âme est déjà fragilisée parce que il y a, ça vient d'une autre vie ou d'une autre espace-temps ou d'une autre ligne de temps, ça peut la fragiliser. Ouais. Ok. Mais sinon, non. Parce qu'elle va bien, elle va bien soutenir son corps et tout va bien se passer. Mhm. Ouais. Maintenant, tu as dit trafiquer. Euh, Ouais, donc, le VIH, il n'y a pas eu de vérification. Et tu as mentionné trafiquer. Alors, qu'est-ce que ça signifie, trafiquer? ben ça sort d'un laboratoire en fait. C'était ma prochaine question. Mm. Ok. Bah, allons voir. Alors, trouve un de ces laboratoires et dis-moi qu'est-ce que tu perçois. Alors, Tu es où? eh ben, je suis remontée dans le temps. Enfin, je cherchais un laboratoire vraiment Oui. moderne, machin, tout ça, et en fait, non, ça me ramène à un truc euh, un peu avec Mmh, comment on appelle ça? Des outils, pas des outils, du Machine? matériel, ouais, Matériel, du ouais. matériel qui daterait plutôt de pendant la guerre, tu vois? Un truc un peu, dans les années 40, 50, voilà, un truc un peu dans dans ce truc-là. Mhm. Il fait jour ou nuit? Jour, Et le laboratoire est sur Terre ou sous Terre? plutôt sous terre. Mhm. Bien. Maintenant, va au moment où ce virus a été créé. Et dis-moi ce que tu perçois. On est observateur. Ouais, ça pince un peu, ouais. Donc je me mets en tant qu'observateur, ouais. Tu te mets en tant qu'observateur et tu élèves tes fréquences. Je vois
Il y a eu il y a déjà eu des essais de faits sur des corps de prisonniers. Heu et maintenant c'est des étapes, plutôt en laboratoire, mais ça a déjà été, démarré, dans les camps. Je OK. j'arrive pas à déterminer ce qu'ils font exactement, mais il y a, Il y a qui dans ce laboratoire? Qu'est-ce que tu perçois? des blouses blanches, Blouse blanche, ce sont des humains? oui, hem, enfin, pour l'instant, je vois que ça, ouais, j'ai pas cherché autre chose, mais Cherche, regarde d'un point de vue ésotérique ce laboratoire, regarde autour de toi et dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? il y a une ou 2 menthes. Mmh, autre C'est d'ailleurs pour ça que c'est en souterrain. OK. Autre chose? Hem, ouais, mais alors je comprends pas trop ce que je vois. Mmh. OK. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, l'image sera claire. Tu vas voir clair comment ce virus a été créé dans ce laboratoire, Magali. 1, 2, 3. Alors il y a des immenses frigos, d'azote dans lequel il y a déjà des cellules qui avaient déjà été prélevées, dans les camps Mmh. et maintenant ils utilisent ce style de prélèvement pour faire leurs recherches. Oui. Ça manipule, il y a beaucoup de manipulation, je vois des hôtes, je vois des Mmh. tout le monde s'affaire en fait. Je sais pas ce qu'ils font, mais ça s'affaire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ça c'est comme une fourmilière, ils sont tous, Ah. occupés à faire quelque chose. Mmh. Bien. Maintenant, Magali, observe comment ce virus sort du laboratoire. 1, 2, 3. Ben, c'est à la limite, c'est étonnant que ce soit aussi simple que ça, quoi, hein. Je vois une petite boîte, avec un container froid, enfin bon, avec dans un système un peu frigorifique, vraiment banalisé, quoi, hein. C'est le truc, on a l'impression que personne, il y a même pas d'escorte, même pas de machin comme ça. Je sais pas si c'est pas attirer l'attention ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est aussi simple que ça. OK, on va le suivre. Où est-ce qu'ils vont avec cette boîte? Un petit héliport Mmh. et puis voilà. Et ça part comment ils diffusent ça? Est-ce que tu perçois? Hem, a priori, il faut pas que ça prenne l'oxygène, il faut pas que ça prenne l'air. D'accord. C'est des injections. J'ai l'impression que c'est, des essais qui sont faits en Afrique. D'accord. Bien.
Bien, déconnecte-toi de cette situation, Magali, c'est très bien. Et maintenant, tu as devant toi la signification du chiffre 222 qui est apparu plus tôt dans cette session. Pourquoi 222? 222. Tu sais, quand il y avait les deux zones dans le corps Ouais, que tu voyais, ouais, avec les ouais. protéines, Avec les protéines T et U. T et U. Euh, Il y a une histoire de dualité là-dedans. Mhm. Et pourquoi par 3 fois 222? Si c'est important, je vais compter jusqu'à 3 et tu auras cette information. Un, 2, 3. Pourquoi J'en- 222? Parce que j'entends que tout va par 3. Tout va par 3. Ok. C'est-à-dire, Bonne question. est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui t'a dit que tout va par 3? Regarde autour de toi. Est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui t'a transmis cette information? C'est ça, une phrase ancienne, tu sais, qu'on entend depuis. Ça vient de Chine. D'accord. Tout va par 3. Tout va par 3. Et le 2, c'est la dualité, c'est ce qu'on vit sur la Terre. Et le 3, c'est quoi? C'est une sorte de le rythme du vivant. 3, 6, 9, 12. Mhm. Ok. Moi, je veux savoir qu'est-ce que ça signifie 222 dans le contexte du Des virus protéines. des Ouais. protéines. Ok. Est-ce que ce sont des protéines infectées, entre guillemets, C'est les protéines qui ont été perturbées, ouais. dans le laboratoire? Non, 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 dans le corps, une fois que l'atteinte a été touchée par la personne, que la personne a été Mhm. atteinte. C'est au niveau de l'ADN, Mhm. euh, la chaîne ADN. Oui. Il y a une numérotation des... C'est peut-être le... Je sais pas. Bien. Donc, ok. Est-ce que toi, tu considères cette information comme très, très importante? Je l'avais vu ce chiffre, mais ouais, comme je vois rien et ouais, ça, c'est pas Ok. clair, c'est plus clair après. Donc, des protéines touchées dans l'ADN du corps par cette infection, Ouais, de ce que j'ai c'est, compris. c'est ce qui perturbe, ouais, c'est ce qui perturberait. Une fois l'infection là, ça perturberait cette chaîne de protéines. Ok, Alors, c'est peut-être la protéine numéro 2 de chaque chaîne. Je sais pas. Je sais pas. ok, Je suis pas sûre. ok. Déconnecte-toi de là-bas. Et maintenant, observe chez les personnes qui ont euh, ce diagnostic comment les médicaments et les traitements d'aujourd'hui, euh, quel effet ça a dans leur corps.
Un, deux, trois. Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois une fragilisation, un espèce de cataclysme. Qui peut avoir deux effets différents. D'accord. Soit la personne qui est diagnostiquée Oui. prend une douche froide au sens symbolique, hein, Mhm. et je la vois, c'est marrant parce que ça m'est montré un peu comme un dessin animé, pas un dessin animé, mais une petite séquence cinéma, Mhm. euh, où la personne apprend qu'elle a ça et sa réaction, c'est sa volonté remonte, tu vois? Sa Oui. volonté reprend le dessus Développe. et sa volonté reprend le dessus, c'est-à-dire elle dit je ne me laisserai pas envahir par ce truc-là. Et donc du coup, les médicaments vont l'aider. Les médicaments vont l'aider parce que elle met une entière confiance. Et sa volonté remontant, les médicaments vont avoir ce côté un peu effet placebo, même si les médicaments sont très, très perturbants, parce que c'est très violent, cette trithérapie. Elle va s'accrocher à cette volonté et ça va fonctionner. Ça va aller. Ça va À mettre du part, temps. mhm. Mais à part prendre les médicaments, est-ce qu'il y a quelque chose que cette personne peut faire de plus, on va dire, naturel? Oui, 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 oui. Pour enlever le côté délétère des médicaments, bien sûr, elle peut se détoxiner, mais c'est pas tout le monde qui connaît cette partie-là de. Mais Comment bien toi tu sûr, vois? Comment toi tu vois ce processus? pour une personne normale, Pour une personne qui a été diagnostiquée avec le virus, comment elle peut de façon naturelle, on va dire, tu as ah, mentionné la volonté, tu sais, oui, donc je me oui, relie par rapport à oui. ça. Est-ce qu'il y aurait une façon d'éliminer, tout simplement, Oui, plus oui, oui. Il y a naturel que les plus médicaments? naturel que la trithérapie. Oui. Oui, oui, je pense que oui. Qu'est-ce que Mais on est tellement. Notre civilisation a tellement été conditionnée par le fait que le médicament sauve Oui. que voilà, il faut vraiment être connaisseur dans toute forme de médecine naturelle pour vraiment s'accrocher à, hum, à ça, tu vois. Il y a toujours le doute qui peut, à un moment donné, parce que les médecins vont avoir tendance à essayer D'insister, peut-être. ouais, Ouais. en disant il y a que la trithérapie qui va vous, Mhm. tu vois. Et Et du toi, coup, de où tu es maintenant, quelle méthode autre que les médicaments, qu'est-ce que tu perçois? bah, la volonté en premier, Mhm. et puis ensuite, eh bien, nettoyer le corps, remonter, c'est tout ce qui va être nettoyage des toxines, reminéraliser à fond, soutenir le corps en amenant euh,
Alors, le soutien n'est pas que au niveau des compléments alimentaires, hein, c'est global, c'est l'hygiène de vie, c'est un changement radical de la vision de la vie que la personne avait avant. C'est vraiment un travail global, Mhm. tu vois. Je Il y a, vois. il y a toute une, toute une démarche, tu vois. Ouais. Trouve Magali une personne diagnostiquée et qui se soigne avec de la volonté, avec du naturel. À 3. 1, 2, 3. T'as sa partie subliminale en face de toi? Ouais. Comment elle s'appelle? Et Laura. Et Laura. Bien. On va la canaliser indirectement, c'est-à-dire qu'on va lui poser des questions. Et est-ce Mm. qu'elle est d'accord pour nous répondre? Je lui demande. Demande. Oui. On lui remercie. Alors, Magali demande à Elora comment elle a réagi au moment du diagnostic. D'abord effondrée Mhm. et une fois après avoir touché le fond, elle a refusé de se laisser aller et elle a tout changé, hein, tout changé. Mhm. Ses conditions, bah déjà au niveau professionnel. euh, Elle est en vie aujourd'hui. Elle habite sur Terre. oui, Bien. Euh, c'est une personne qui a, j'entends, 58 ans maintenant. 58 ans. Bien. De quoi elle s'est rendue compte justement pour faire ce changement dans sa vie? Que rien n'allait, que en fait elle faisait les choses par contrainte, qu'il y avait plein de trucs qui l'épuisaient, qui la fatiguaient, qui n'étaient pas adéquates, qui n'étaient pas vraiment ce qu'elle avait envie de vivre en fait. Et la grosse fatigue liée à cette contamination a fait que elle a été obligée de remettre tout en question. Mhm. Ça n'a pas été simple. Elle a eu le soutien de ses parents, apparemment Oui, pas de son partenaire, parce que lui, il a été touché par la peur, oui. donc il a très mal réagi. Mais voilà, elle s'est accrochée et ça lui a permis de découvrir plein de choses qu'elle ne connaissait pas et de se rapprocher de certains domaines auxquels elle ne s'intéressait pas jusqu'à maintenant. À quel âge elle a été diagnostiquée? Oh, elle devait avoir une 24, je vois 24. 24. Ok. Et à quel âge elle a décidé de tout changer? Oh, assez rapidement. Rapidement. Bien. Ouais. Demande-lui comment elle a fait pour tout changer. Je te dis, c'est son état physique qui a fait que tout s'est écroulé en fait. Il n'y a même pas eu à avoir tu vois, il y a eu cet effondrement. Mhm. Vraiment, l'annonce du diagnostic, il y a eu cet effondrement. Et puis, vraiment, comme elle n'a pas été bien du tout, après, derrière, il y a eu cette espèce de réveil qu'on Qu'est-ce peut qui a avoir changé quand on touche le fond. au niveau de son corps mental? Observe son corps mental. Qu'est-ce qui a changé? J'entends marche ou crève.
Ok. C'était soit tu passes de l'autre côté, soit tu réagis, quoi. T'as pas le choix. Et aujourd'hui, comment elle fonctionne aujourd'hui? Écoute, je la sens très apaisée Oui. et ça va. Elle a une vie sereine. Elle fait ce qu'elle aime. Quelle Elle, technique euh, elle a utilisée pour en arriver là? oh, elle a un peu tout essayé. Et j'ai envie de dire que c'est voilà, entre ce qu'on disait tout à l'heure, une hygiène de vie, voilà, il faut revenir aux bases en fait, hein. Mhm. Elle me Bien. montre vraiment, elle me montre, c'est marrant parce qu'on est dans un pré et elle me dit tout est là. Et donc, je lis, hein, quand elle me dit: «Tout est là», je lis Oui. effectivement que la nature nous donne tout, quoi, hein, et qu'il y a pas besoin Oui. de voilà, la nature nous donne la tranquillité, elle nous donne, de l'énergie, mais elle nous donne aussi des plantes, une hygiène de vie qu'on peut plus on est proche de la nature à manger des fruits, des légumes que l'on fait nous, que voilà, le moins trafiqué possible, plus on se rapproche de ce que le vivant nous amène Mhm. et plus on est dans l'équilibre, en fait. Mhm. Est-ce que toi, tu perçois dans son corps qu'il y ait toujours une trace de cette infection, même si j'aime pas l'appeler comme ça? Il y a toujours dans son corps ou elle a tout éliminé? Je pense que non, je vois moi, en tout cas, je vois rien. Mhm. Je vois rien. Non, je vois rien. Bien. Demande à Elora, Magali, demande-lui combien de temps à peu près elle a mis pour faire ce changement. Pour aller mieux ou pour décider de se battre, avec les outils, naturels? À partir du moment où elle a pris la décision, combien de temps elle a mis pour en arriver là, dans la nature, à vivre pleinement Ah, et propre? heu il a fallu au moins 3 ou 4 ans pour commencer Mhm, à se sentir vraiment, à récupérer, de belles énergies, enfin de pouvoir refaire, une vie, on va dire, pleine et entière. Ça a été mhm. progressif, hein, ça a pas été, elle est partie vraiment de quasiment être à la limite de passer de l'autre côté Ouais. à remonter petit à petit, chaque étape. Mais j'ai envie de dire, elle exprime le fait qu'elle est même mieux qu'avant, Super. même mieux qu'avant le diagnostic, même mieux qu'avant la maladie, tu vois? Mhm. Oui. Après, je pense que cette période, ça dépend aussi de la personne, c'est C'est ça, différent, ouais, et du degré de la volonté c'est que ça. chacun a. Et Ouais. puis les connaissances Les après, connaissances, bien sûr. Mais bon, ça se gagne, hein, les c'est ça. connaissances. Faut fouiller, faut Faut fouiller. s'intéresser, Exactement. Super. Mais remercie Elora. Demande-lui si elle a un message à transmettre par rapport à ça, par rapport à ce qu'elle a vécu, son diagnostic, tout ça. Si elle a un message, c'est le moment. ouais, c'est, aller au plus simple. Aller au plus Allez au plus. simple et écouter ce que la nature, a à nous dire, ouais. Aller Mhm. au plus simple. Bien. On lui remercie lui, Magali. Mmh, c'est fait. Bien. Et déconnecte-toi de cette situation. Et maintenant,
Je reviens sur ce que tu m'as dit au début, parce que c'est vrai que je t'ai un peu coupé. Donc, tu m'as parlé, on était aux médicaments, donc traitement, tout ça, et tu m'as dit que ça cause une fragilisation qui va dans deux sens. Donc, Hmm, un sens, c'est ce qu'on vient d'explorer maintenant, n'est-ce pas, hmm, avec Elora. hmm. Quel est l'autre sens que tu percevais, que tu perçois? Pardon. Alors du coup, là, cet autre sens, je mettrais deux branches, deux possibilités encore. Il Allez. y a la personne qui est vraiment confiante dans la médecine allopathique Mhm. et qui du coup va être portée par cette confiance. Même si les médicaments peuvent avoir des gros effets secondaires, elle va être portée par cette confiance. Et puis, tu as la personne qui effectivement perd toute, est complètement dans le doute, est complètement désemparée, n'est pas soutenue extérieurement et avait déjà une fragilité quant à ce qu'elle vivait dans cette incarnation, enfin ce qu'elle vivait sur Terre, parce que je ne sais même pas si c'est une personne qui s'intéressait à cette partie spirituelle, mais qui, elle, va complètement se laisser détruire par la médication D'accord. et qui va vivoter jusqu'à un moment donné, le corps va lâcher, quoi. Parce qu'il y a euh, ouais, ces médicaments attaquent l'immunité quand même, hein, quelque part. Du coup, ça fait un tel nettoyage au Karcher que ça fait même plus la différence entre les bonnes Oui. choses que le corps met en place et les mauvaises. Donc, du coup, voilà, il peut y avoir vraiment deux Mhm. possibilités encore. Mais une fois de plus, c'est cette volonté qui fait la différence. Combien de pourcentage il y a de personnes qui perdent espoir, on va dire? Oh, il y en a beaucoup. Donne-moi un chiffre. Euh, 35, 35. je trouve ça énorme. Combien de pourcents il y a de personnes confiantes à la médecine? Ouais, une quarantaine. Pardon. Oui, 40. Ok. Et quel pourcentage tu perçois qu'il y ait des personnes comme Elora qui se soignent naturellement? Ben, le reste, Oui, donc c'est 25. très peu, mais c'est déjà pas mal. C'est aléatoire, mais je voulais avoir une idée un peu de Ouais. tout ça. Alors, la personne qui est confiante à la médecine, qui croit aux médicaments, Hmm. est-ce que elle va soigner? Est-ce qu'elle Ah, va éliminer? non, non. Enfin, sauf si. Alors, si je remonte, alors c'est marrant parce que je me retrouve sur une ligne de temps. Vas-y, Si je remonte un peu dans leur futur, il y a de nouveau, pouf, vas-y. plusieurs possibilités. Tu as les personnes qui, effectivement, étant touchées par les effets secondaires, vont être fragilisées. Mhm, Donc, ça va se sentir sur leur dynamisme, tu vois. mhm, Soit c'est des personnes qui, effectivement, retrouvent une vie normale, soit c'est des personnes qui vont rester avec un handicap et oui, qui, même sur leur papier, vont être déclarés avec des troubles de santé, tu vois, chroniques. mhm, Et justement, il y a des personnes qui, avec ces effets secondaires, vont commencer à s'intéresser à comment
comment se retaper, avec des techniques naturelles. Et ces personnes-là, petit à petit, vont retrouver, mais ça risque d'être plus long parce que le traitement a été un petit peu, beaucoup, mais délétère. Mhm. Donc la récupération, même s'il y a l'utilisation de techniques naturelles, va être plus longue. Ça va être, voilà, ça va être plus long. Je vois que c'est des personnes qui vont quand même garder une forme de fragilité, de fatigue, tu vois, fatigue Mhm. chronique, mais elles vont mieux s'en sortir que des personnes qui ont juste fait que le traitement. Voilà. Ouais, après, encore une fois, je pense vraiment que tout dépend de la personne et que Et je pense c'est aussi ça. que tout est possible. Donc, Ouais, c'est ça. ouais. Et Il y a c- vraiment ouais. des ramifications, tu vois, au fur et Oui, à oui, oui, mesure oui. qu'on prend des cas. Et même là, on est parti sur 3, mais en fait, non, Il y en a plusieurs, bien il y en sûr, a déjà plein, mais on bien sûr. pourrait pas toutes les faire. Bien sûr, on n'a pas le temps. En 1 heure, c'est difficile. Bon, Ouais. est-ce que tu as perçu ou visualisé autre chose ou entendu autre chose que tu veux mentionner, Magali? Alors, oui, il y a euh, quelque chose d'hyper important, c'est de s'intéresser à l'argile. Hmm. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des travaux de fait avec cette argile. Moi, personnellement, je connais Jade Allègre et l'argile, s'intéresser à l'argile. C'est vraiment la base des bases. Tu vois, quand elle me montrait ce jardin, il Ouais, faut pas voir que les plantes, il faut voir aussi le sol, quoi. ouais. Ce que le sol peut nous donner. Et le sol, ce que peut nous donner le sol, c'est l'argile, la zéolite, euh, des trucs, mais qu'on remonte dans l'âge et même dans les origines, euh, dans les traditions amérindiennes. Mhm, L'homme est façonné dans l'argile, a été façonné avec de l'argile. Donc mhm. s'intéresser à l'argile, c'est la base des bases. Très, très bien, Magali. Maintenant, transmets toutes les informations que l'on a vues durant cette session. Tu les transmets à toutes les parties subliminales, à tous les champs de conscience. Et dis-moi comment tu fais. Comment tu transmets ce message? Écoute, là, c'est vraiment diffusé, c'est vraiment la pensée. Mhm. C'est vraiment la pensée, c'est diffusé dans une espèce de vastitude. J'ai vu quelque chose de très vaste. Bien. Et les parties subliminales qui seront prêtes ou qui le veulent peuvent accéder à ce message et C'est ces ça. informations, d'accord? Mm. Très très bien. Et maintenant, nous avons également terminé la partie exploration libre. Magali, tu te déconnectes de tout et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras de retour dans ton état présent. 1, tu te déconnectes de tout et de tous et reviens totalement dans ton corps. Ton espace est propre et toi, tu es propre. Tu élèves tes fréquences à tes niveaux maximaux et optimaux de fonctionnement. 2, ton corps commence à devenir de plus en plus léger
et de plus en plus fort. Tu arrives à le bouger avec plaisir et aisance. Tu te sens de mieux en mieux. Tu te sens légère, tu te sens heureuse, tu te sens bien, remplie d'amour, de ton amour. 3. Tu peux ouvrir les yeux, Magali. Rebonjour, re-bienvenue, Rebonjour. rebonjour. C'est joli ce que tu as derrière toi. Ah ouais, et les cellules rouges. Ouais. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Comment Mm. t'as trouvé cette session? Écoute, c'était intéressant. C'était tout plein de trucs que je m'étais pas questionnée là-dessus. Ouais, donc Mm, t'as voyagé. ouais, ouais. J'ai rigolé quand t'as parlé du zéolite parce que moi je prends du zéolite. Donc toi tu prends de l'argile mais Mm, moi je prends du zéolite et le ouais, zéolite ça prend. J'ai lu hein, que ça prend en fait toutes les toutes les toxines du toxines. corps. Ouais, Mm, et ça les élimine. Et je trouve ça. ouais, ouais. Là, bon, je t'ai pas coupé, mais Je... effectivement, à la fin, j'avais un petit peu de mal à ne pas faire la différence entre mes connaissances et ce que Est-ce que tu percevais? vraiment, ce que je percevais. Mais j'ai trouvé que c'était juste parce que, en fait, dans les savoirs ancestraux, l'argile, c'est, C'est juste. De toute façon, il c'est n'y a vieux comme pas le de. monde. Il y a... Ouais, ouais. Et je ne sais pas si tu connais les travaux du docteur Jade Allègre, mais Non, je ne connais pas du tout. Je vais va voir, regarder. elle a Je plein de vais voir. vidéos sur YouTube. J'ai fait un Ok. stage avec elle il y a quelques années. Cette femme est fabuleuse. On va regarder alors. Moi et tous ceux Ouais, qui nous suivent, si vous voulez regarder. Ce que ouais. je voulais dire, c'est que la confusion entre ce que ton mental te dit et Mm. ce que tu perçois, c'est que comme c'est écrit sur cette chaîne et partout, en fait, il Oui, n'y a oui, oui. pas de vérité absolue. C'est Oui, ce puis que on a l'on chacun nos filtres. perçoit. Mm, Exactement. Et c'est pour ça qu'on fait plusieurs investigations. Il bien n'y sûr. a... Voilà, donc c'est ce que Mm, chacun perçoit à un moment donné. mm, C'est tout. ouais, ouais. Voilà. Et ben, merci beaucoup Magali. Merci. Et merci à tous d'avoir regardé, d'avoir écouté. On se retrouve la prochaine fois. Voilà. Bonne soirée Avec tout le monde. plaisir. Avec plaisir. Bonne soirée. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua.
o in un liquido, chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.